Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle assez exceptionnelle. Un chien atteint d'un cancer est sauvé par son maître qui ne connaît rien à la médecine, mais qui développe un traitement grâce à l'intelligence artificielle qu'il injecte à son chien et le tout en moins de 6 mois pour le sauver. Si cela vous paraît incroyable, rassurez-vous, pour moi c'est la même chose. Et donc on va détailler ensemble chaque étape sur ce qui s'est passé car l'histoire est réellement incroyable. Rosie est un Staffy Sharpei, une chienne de 8 ans qui a été adoptée dans un refuge de Sydney en 2019. Puis, en 2024, un diagnostic vétérinaire tombe. Rosie est atteinte d'un mastocytome agressif, la forme de cancer cutané la plus répandue chez le chien, mais aussi l'une des plus imprévisibles. Dans un premier temps, Paul, son propriétaire, fait procéder à de la chirurgie, puis de la chimio. Mais ça ne marche pas, ou plutôt, ça marche mal. Les cellules cancéreuses reviennent plus déterminées que jamais. À ce stade, les vétérinaires donnent alors quelques mois d'espérance de vie à Rosie. Mais son propriétaire, Paul Cunningham, n'abandonne pas sa chienne. Et au contraire, il se demande s'il ne serait pas capable, avec toute la technologie qu'il maîtrise, de faire un miracle pour elle. Alors qui est Paul? Eh bien, c'est un entrepreneur et un ingénieur en machine learning. Dit simplement, il a de très solides connaissances dans les capacités des intelligences artificielles. Il prend donc le problème sous un angle radicalement différent. Là où le corps médical voit une pathologie incurable, lui voit un problème d'information, une erreur dans le code source du vivant. Et les erreurs de code, c'est précisément son terrain de jeu. Après tout, les cancers sont fondamentalement durs à soigner car ils sont en quelque sorte différents, particuliers pour chaque patient. Et ce qu'il va accomplir dans les 2 mois qui suivent, c'est ce que le professeur Pal Sordarson, directeur du RNA Institute de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, décrira plus tard comme la première fois dans l'histoire qu'un vaccin anti-cancer personnalisé a été conçu pour un chien. Alors concrètement, comment est-ce qu'il s'y est pris? Eh bien, en mobilisant un ensemble d'outils technologiques d'intelligence artificielle, aujourd'hui accessibles à tout individu et un minimum de compétences en informatique. ChatGPT pour l'architecture du protocole, AlphaFold pour la modélisation structurelle des protéines qui serviront à guérir le cancer, et enfin des scripts de machine learning personnalisés, le tout saupoudré de 3 000 $ pour séquencer l'ADN de son chien et l'ADN de la tumeur de son chien, afin que tous ces outils conçoivent une thérapie sur mesure pour Rosie. Et c'est là qu'il réussit l'impensable. En 2 mois seulement, il réalise toutes les étapes de conception d'une thérapie contre le cancer spécifique de sa chienne, alors que ce travail aurait représenté il y a encore seulement quelques années en arrière une bonne décennie de travail et un coût exorbitant se chiffrant en millions de dollars pour les laboratoires les mieux équipés. Alors oui, une fois qu'on a dit ça, on est submergé par tout un tas de questions. Comment il a convaincu les meilleurs laboratoires d'Australie de l'écouter? Comment il a géré l'aspect réglementaire? Il a quand même injecté un remède contre le cancer à sa chienne avec les autorisations nécessaires. Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour nous les humains qui regardons ça de loin? Parce que derrière cette histoire d'un chien et d'un ingénieur australien, il y a une question qui ne va plus nous lâcher. Si l'IA permet à un individu de faire ça pour son chien en 2 mois et 3 000 $, mais qu'est-ce que le futur nous réserve? Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que il a ouvert ChatGPT et conçu un vaccin, dit comme ça semble effectivement un peu magique ou complètement mensonger. Donc prenons les choses dans l'ordre et décortiquons tout ça étape par étape. Tout repose sur un concept clé, les néo-antigènes. Ce sont des fragments de protéines mutées présents uniquement sur les cellules cancéreuses. En d'autres termes, c'est la signature propre à un cancer. Si le système immunitaire apprend à reconnaître cette signature, il peut cibler les cellules malades sans toucher les cellules saines. C'est un moyen de désigner comme cible les cellules d'un cancer chez une personne en particulier, parce que ces néo-antigènes sont différents pour chaque personne atteinte d'un cancer. C'est tout le principe du vaccin thérapeutique personnalisé. C'est de l'immunologie assez classique dans son principe. Par contre, ce qui était hors de portée jusqu'ici, c'est la capacité à identifier ces néo-antigènes rapidement et à faible coût. C'est exactement ça que Paul va résoudre. Alors première étape, le séquençage. ChatGPT oriente Paul vers le centre de génomique Ramacciotti de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Paul paye environ 3 000 $ pour faire séquencer 2 choses en parallèle. L'ADN sain de Rosie, extrait de son sang, et l'ADN de sa tumeur. L'idée est simple, en comparant les 2 génomes, on peut identifier précisément là
où les mutations se sont produites, les endroits où le code génétique sain diverge de celui de la tumeur, afin de pouvoir séparer les deux et cibler le traitement. Et vous vous en doutez, vous ne ressortez pas de là avec des résultats qui tiennent sur une feuille A4. Vous vous retrouvez avec des gigaoctets de données brutes qui demandent une expertise en bioinformatique que Paul n'a absolument pas. C'est là que ChatGPT entre vraiment en jeu. Paul s'en sert pour structurer l'analyse bioinformatique. Comment traiter ces données? Dans quel ordre? Avec quels outils? Selon quelle logique? ChatGPT a permis de réduire des mois d'apprentissage en quelques jours de conception technique. Bah alors ok, c'est déjà impressionnant jusque-là, hein. Mais malheureusement pour Paul et pour Rosie, identifier une mutation est une chose, comprendre son impact physique en est une autre. Il faut donc comprendre ce qu'elle produit, comment la protéine issue de ce gène muté se replie dans l'espace, parce que la forme d'une protéine, sa façon de se replier sur elle-même, une fois produite, a un impact immense sur sa fonction et sa capacité à interagir avec le système immunitaire. Or, ce problème était une grosse épine dans le pied de la recherche en biologie, car prévoir la façon dont les protéines se replient était un des grands défis de la biologie moderne. On pensait qu'on en avait encore pour 50 ou 100 ans à chercher comment toutes les protéines possibles se replient. Mais voilà qu'en 2018, ce problème a été en très grande partie résolu par l'intelligence artificielle AlphaFold, l'outil de Google DeepMind. D'ailleurs, AlphaFold a fait l'effet d'une bombe à l'époque. Donc Paul utilise AlphaFold pour modéliser la structure 3D des protéines mutées de Rosie, notamment la protéine CKIT qui joue un rôle central dans ce type de cancer. Et à ce stade, AlphaFold a permis de prédire la structure tridimensionnelle de la protéine mutée. Et il se trouve que ce changement de forme de la protéine rattachée aux cellules cancéreuses les rend visibles pour les cellules T du système immunitaire. C'est cette protéine mutée qui devient alors une candidate idéale pour produire un vaccin sur mesure. Ok, donc à ce stade, Paul a une liste de mutations identifiées et leur structure protéique modélisée. Mais toutes les mutations ne se valent pas comme cible thérapeutique. Certaines vont déclencher une réponse immunitaire forte, d'autres seront ignorées par le système immunitaire comme si elles n'existaient pas. Il faut donc filtrer. Et c'est là que ses 17 ans d'expérience en ingénierie vont se montrer bien utiles. Paul utilise ses propres scripts pour prédire l'affinité de liaison. En gros, l'algorithme passe au crible les mutations modélisées pour ne retenir que les épitopes, les fragments de protéines ayant la plus forte probabilité de déclencher une réponse immunitaire robuste chez Rosie. Au bout de tout ce processus, Paul obtient une demi-page de séquence ARNM qui représente le code génétique d'un vaccin sur mesure pour Rosie. C'est en quelque sorte la notice qui, une fois injectée, permettra aux cellules de Rosie de fabriquer elles-mêmes ces fragments de protéines tumorales, forçant son système immunitaire à reconnaître exactement les mutations de sa tumeur et à les détruire. Rendez-vous compte quand même de ce que ça représente. Séquencer un ADN tumoral, identifier des mutations, modéliser des protéines en 3D, sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et enfin concevoir une séquence ARNM. Il y a encore quelques années, chacune de ces étapes demandait une équipe spécialisée, des années de recherche et des millions de dollars. Mais bon, avoir le code est une chose, mais le transformer en médicament réel et l'injecter dans un être vivant, c'est une autre paire de manches, c'est pas les mêmes blagues. Qui va le fabriquer? Et surtout, comment un inconnu sans diplôme en biologie convainc les meilleurs laboratoires d'Australie de l'écouter? Alors attention tout de même, les 3000 $ dont j'ai parlé ne couvrent que le séquençage de l'ADN de Rosie et de sa tumeur. La fabrication du vaccin et les injections ont été rendues possibles grâce à des chercheurs qui ont mis leur expertise et leur laboratoire au service du projet. Le coût réel, bien qu'on ne le connaisse pas, est en réalité bien supérieur à 3000 $. Mais toutefois sans commune mesure avec les standards de l'industrie. Et puis attention, à ce stade on parle quand même de bricolage pour un cas expérimental. Donc la recette industrialisée serait éminemment moins coûteuse bien sûr. C'est là que l'histoire devient encore plus folle. Parce que le vrai obstacle à ce stade, ce n'est plus la biologie ou l'algorithme, c'est le système humain, les institutions, la bureaucratie et le regard que les experts portent sur un inconnu qui débarque avec une idée folle. Et a priori, quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit que c'était cette étape qui devait être la plus difficile, car savoir et pouvoir face à la bureaucratie sont deux choses très différentes. C'est pour ça que je me disais qu'il avait dû passer cette étape en mode pirate et en ignorant sciemment tout un tas de procédures administratives et d'autorisation. Eh ben en fait, pas du tout.
Qu'on se comprenne bien, en temps normal, un individu sans titre académique, qui n'est absolument pas médecin ni connu dans le milieu, n'entre pas dans un centre de recherche de classe mondiale comme ça, et c'est d'ailleurs assez logique. Ces équipes reçoivent des dizaines de sollicitations de gens plus ou moins crédibles, convaincus d'avoir trouvé quelque chose de révolutionnaire. Et tout ça, Paul le sait, c'est quand même quelqu'un d'un peu intelligent. Alors il ne se présente pas comme un propriétaire de chien éploré qui cherche un miracle. Il se présente comme un ingénieur avec un dossier. Séquence cible identifiée, structure protéique modélisée en 3D via AlphaFold, néo-antigène sélectionné par ses propres algorithmes, proposition de séquence ARNM prête à la synthèse. Bref, le vrai gros dossier bien bâti. Martin Smith, directeur du centre Ramazzotti, finira par décrire le dossier comme implacable. Voilà comment on entre dans un laboratoire de classe mondiale sans diplôme en biologie, avec de la donnée et de la conviction. Bon, maintenant qu'on a l'attention des chercheurs, ça ne suffit pas non plus encore, parce que avoir le droit d'administrer quoi que ce soit à un animal, c'est un tout autre registre. Sachez qu'initialement, Paul visait une immunothérapie conventionnelle. Mais le fabricant pharmaceutique a refusé de fournir le médicament pour un usage compassionnel. Et de vous à moi, on comprend assez facilement pourquoi un laboratoire refuse de fabriquer des médicaments comme ça pour des inconnus. Il faut aussi savoir que le cadre réglementaire australien implique que tout médicament expérimental, même sur un animal, requiert une approbation éthique préalable. Paul a donc passé 3 mois à rédiger un dossier de 100 pages. Il expliquera d'ailleurs que la paperasse était plus difficile que la création du vaccin, ce qui n'étonnera personne. Et c'est là que Martin Smith sauve la mise en présentant Paul au professeur Paul Saunderson, directeur du RNA Institute de l'UNSW et pionnier de la nanomédecine. Face à la solidité de l'analyse de Paul, Saunderson voit une opportunité scientifique majeure. L'idée était devenue trop intéressante pour être ignorée par l'institution. C'est donc lui qui va prendre le séquençage ARNM de Paul et fabriquer le vaccin à sa charge en moins de 2 mois. Et restait un dernier verrou. Quelqu'un doit avoir les autorisations éthiques pour administrer ce vaccin à un chien. Et là, une dynamique internationale se met en place. Mary Maeda, fondatrice de la Canine Cancer Alliance à Seattle, repère la démarche de Paul et alerte Rachel Alavena, vétérinaire à l'université du Queensland, qui disposait déjà des autorisations pour tester de l'immunothérapie sur des animaux. Quand je vous dis que cette histoire est incroyable, enfin, c'est à partir du mois de décembre dernier, donc c'est pas vieux, que tout s'accélère. Paul effectue un trajet de 10 heures avec Rosie pour sa première injection, avant un rappel le mois suivant. Les résultats cliniques valident l'approche bioinformatique. La tumeur principale sur la patte de Rosie, initialement de la taille d'une balle de tennis, réduit d'environ 75%. Son état général s'améliore de façon spectaculaire. Je vous l'ai dit, l'histoire est extraordinaire au sens littéral du terme. Alors est-ce qu'il faut s'emballer sur les perspectives de la science à la vue de cette histoire? Sachez que le cas de Rosie est ce que la science appelle une étude N égale 1. C'est un cas unique, sans groupe contrôle, sans protocole en double aveugle, et surtout, la biologie est complexe. Si la tumeur principale sur la patte de Rosie a bien fondu de 75%, elle n'était pas la seule. Rosie présentait d'autres masses tumorales, et au moins l'une d'elles n'a absolument pas répondu au vaccin. Il faut savoir que les cellules d'une même tumeur ou de tumeurs différentes chez un même individu peuvent muter différemment. D'ailleurs, sachez que Paul Cunningham est déjà en train de séquencer cette tumeur résistante pour concevoir un second vaccin. Et puis, il faut bien comprendre le rôle réel de l'IA dans tout ça. ChatGPT a structuré le protocole dans son ensemble et AlphaFold a prédit les structures protéiques. Mais les décisions critiques restent humaines. Ce n'est pas l'IA qui a traité Rosie, c'est un ingénieur compétent entouré de scientifiques de haut niveau qui ont su mobiliser ces outils au bon moment. Le vrai tour de force de l'IA réside également dans l'intention de Paul. Elle a permis à un individu compétent d'opérer à une échelle autrefois réservée aux institutions. Mais ne minimisons pas les choses pour autant. Comme le souligne le professeur Paul Saunderson, c'est la première fois qu'un vaccin anti-cancer personnalisé est conçu pour un chien. À terme, nous l'utiliserons pour aider les humains. Ce que Rosie nous enseigne, ce n'est pas que le cancer est vaincu, mais que la médecine personnalisée vient de changer d'échelle. Nous avons prouvé qu'avec la technologie ARNM et l'IA, on peut passer du code génétique d'un patient à un traitement spécifique en quelques semaines seulement. Et là, on se demande tous la même chose. Si c'est possible pour un chien, pourquoi pas pour un être humain tout de suite? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne regarde pas ça de loin en se disant « un jour peut-être que ce sera possible ».
Ce travail est déjà en cours et il avance vite. Les laboratoires Moderna et Merck développent actuellement un vaccin anti-cancer personnalisé à ARNM, l'intisméran autogène. Le principe est exactement celui utilisé pour Rosie. On séquence la tumeur du patient, on identifie ses mutations spécifiques, puis on conçoit une séquence ARNM sur mesure pour apprendre au système immunitaire à les cibler. Les premières approbations réglementaires sont anticipées d'ici fin 2026 ou 2027. Mais attention, le coût estimé entre 100 000 et 300 000 dollars par patient montre que la démocratisation n'est pas encore complètement pour demain. Bon alors pour autant, 300 000 dollars pour un traitement contre le cancer, surtout aux USA, ce sont des prix qui deviennent accessibles à beaucoup de patients. Pour information, pour vous donner un ordre de grandeur sur ce que coûte la santé aux US, un accouchement qui se passe sans problème, c'est 25 000 dollars de base. Et surtout, passer du chien à l'humain change tout. Pour Rosie, un dossier éthique a suffi. Pour un patient humain, il faut prouver la sécurité du traitement, satisfaire des réglementations strictes et clarifier la question de la responsabilité. Si un vaccin conçu par l'IA provoque un effet grave, qui sera responsable? L'ingénieur, le laboratoire, le fabricant? Autrement dit, la technologie est déjà là, mais l'écosystème médical, juridique et économique, lui, est encore en train de se construire. Au fond, ce n'est pas tant Paul qui est extraordinaire ici. Alors je suis très heureux pour lui et pour Rosie, mais ce qui est fascinant, c'est que les outils ont radicalement changé et ce qui est accessible à un individu compétent mais non spécialiste devient extraordinaire. Et c'est précisément ça qui commence à briser ce fameux fardeau de la connaissance. Cette accumulation de savoir devenue si massive en termes de recherche produite par l'humanité que plus personne ne pouvait réellement la mobiliser seul. Et c'est peut-être ça également la vraie leçon de cette histoire. Comme Paul Cunningham lui-même le dit, pour certains cancers, on pourrait un jour passer d'une sentence à mort à une maladie gérable, parce qu'on sera capable de concevoir les traitements en avance sur les mutations. Avouez quand même qu'on vit une époque extraordinaire.